Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour, encore un nouveau webinaire. Je suis Hervé Petit et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Frisch, que vous avez peut-être déjà vu, sur, cette série de webinaires et que vous avez peut-être déjà rencontré aussi par ailleurs, soit dans des masterclass, soit au salon de la photo. Eh ben, ce soir, on va aborder un sujet un petit peu technique. Pour autant, je pense que ce sera bien imagé et Arnaud va vous en parler dans quelques minutes. Je rappelle très rapidement les règles de notre webinaire et de notre communauté. On a décidé, il y a maintenant presque 1 an et demi, de travailler en open chat, c'est-à-dire que tout le monde peut participer, vous pouvez voir les questions et les réponses des uns des autres. Alors, vous n'avez pas le micro, il n'y a que Arnaud et moi qui l'avons. Par contre, on vous demande, dans vos interactions, d'être sympa avec les autres, et je me réserve la possibilité d'éjecter les trolls s'il y a des gens qui sont trop agressifs ou qui monopolisent la parole, par exemple. Voilà. Donc, un partage entre nous, c'est quand même plus cool et normalement, ça se passe très très bien. Je crois que ça fait plusieurs années que j'ai pas eu besoin d'éjecter un, un membre agressif de l'audience. Comment ça va se dérouler? Ben, c'est très simple. D'abord, la présentation d'Arnaud. On aura une petite page de pub où on vous présentera les offres spéciales de notre partenaire de ce soir, qui est Graphic Réseau, et qui fera des offres spéciales sur les écrans BenQ. Et puis ensuite, on passera à une session questions-réponses où vous pourrez interagir directement avec Arnaud. Et là-dessus, Arnaud, je te propose, d'annoncer le titre, de rapidement te présenter, et puis tu continues. Eh bien d'abord, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Il fait très chaud, mais on va essayer de passer un chouette moment ensemble autour d'un sujet qui me passionne, vous le savez, depuis fort longtemps, la gestion des couleurs, et toujours à l'affût de voir quelle est la meilleure façon de l'utiliser au quotidien, dans notre flux de travail au quotidien, amateur, professionnel. J'ai proposé à Hervé Petit et à Graphic Réseau qui organise ce webinaire, le titre d'aujourd'hui, Avantages et limites du nouvel espace Display P3 en remplacement ou pas du sRGB. Donc, c'est ce dont on va parler ce soir. C'est toutes les questions qu'on va aborder, techniques qu'on va aborder ce soir. Et on ne va pas parler que de P3, on ne va pas parler que d'Internet, vous allez voir, à travers cet espace, ce nouvel espace, entre guillemets. Il n'a pas été inventé hier non plus, mais il commence à prendre sa place tranquillement. Et pour ceux qui me suivent dans ma newsletter, je vous en ai déjà parlé au mois de février de cette année, pour vous dire que j'avais basculé pour une partie de mon travail sur ce nouvel espace. Donc, je voudrais vous le présenter, ses avantages, ses inconvénients, plutôt ses limites, parce que je ne vois pas trop d'inconvénients, mais plutôt ses limites. Et c'est l'occasion aussi là, de montrer, puisque j'ai mis une copie d'écran puisqu'on va démarrer avec ça, les fameux espaces les plus connus, de vous présenter sur un écran que je viens de tester, un écran BenQ, dont Hervé vous reparlera un petit peu plus tard, un écran BenQ 27 pouces, 4K, avec son intégré. Et donc, le test va paraître bientôt, je l'ai pratiquement terminé. Très chouette écran, vraiment chouette. Très content d'avoir pu le tester. Je note tous les progrès de BenQ, des petites choses que je notais, ou des fois j'étais un petit peu critique. Et là, franchement, c'est un écran coup de cœur, très bien placé en prix, super qualité, beaucoup de polyvalence. Donc, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà, on va parler de tout cela dès ce soir. Et donc, je vous propose d'attaquer directement par les Gamut et le fameux Gamut P3, à moins que mon cher Hervé, tu as encore une petite remarque à faire. Oui, si tu es d'accord, comme il y a aussi les personnes qui continuent à se connecter, oui, il on est peut que encore patienter, ouais. 18h34. Oui. Non, on voulait faire un petit quiz du jour, si vous êtes d'accord. Donc, si vous êtes prêts… Avec une certaine malice, vous allez voir. On verra. En fait, Arnaud voulait savoir quel équipement vous avez autour de vous ce soir. Et donc, on va vous demander de voter et de nous dire avec précision votre équipement ce soir. Est-ce que vous êtes plutôt tribu ventilo, plutôt clim, ou vous avez opté pour l'éventail, ou alors, comme il n'y a pas la caméra, ça peut être ça. Ou alors, vous pouvez cocher plusieurs réponses. Est-ce que vous avez une bouteille d'eau, des glaçons à portée de la main? Parce que
finalement, Moi, j'ai juste la c'est bouteille d'eau, assez. mais je ne le vois pas apparaître, moi, dans mon flow, mais c'est peut-être parce que je suis présentateur. Alors, on laisse voter. Il y en a plein qui sont en slip, en fait. Voilà, ça laisse aussi le temps, puisqu'il y a toujours un petit peu des retardataires, et puis ça peut arriver que les moyens de transport ne soient pas parfaitement opérationnels aujourd'hui. Hein. On ne va pas leur jeter la pierre. Donc, on va arrêter là. Je vois une question. Il y a Philippe, j'imagine, Rouleau, qui pose une question. J'essaierai d'y répondre un peu plus tard, ce n'est pas le moment là, mais quel est le point blanc du P3 ? Ça sera intéressant, ça. J'espère que je vais m'en souvenir et que je pourrai répondre. Enfin, je connais la réponse, Philippe, mais je vais essayer de ne pas oublier d'en parler un peu plus tard. OK. En fait, vous pouvez poser des questions comme ça, et au fil de l'eau, moi, je vais les noter, et on y répondra dans la partie questions-réponses à la fin. Sauf si vous avez la réponse dans la présentation d'Arnaud, à proprement parler. Alors, pour s'inscrire à la newsletter, il suffit d'aller sur le site et il y a des boutons en bas de page, sur la page de sommaire, en bas de page, dans le à propos, tout en bas, il y a la possibilité de s'inscrire à la newsletter. Et j'affiche les résultats de notre sondage ce soir, c'est-à-dire Tribu Ventilo 32%, Clim 22%, Éventail 6%, 12% qui sont en slip, 49% bouteilles d'eau, glaçons à portée de la main, sachant que le total. Et rien ne nous dit qu'il n'y a pas des gens qui ont les glaçons en slibard avec le ventilateur, peut-être pas la clim. Ou l'éventail. Ou l'éventail. Voilà. Merci beaucoup pour ce premier petit sondage. On en fera un autre sur un sujet un petit peu plus sérieux tout à l'heure. Et je te laisse reprendre la main, Arnaud. Vas-y. Alors voilà. Donc vous savez que j'essaye de faire avancer un petit peu la gestion de la couleur avec mon site, le plus modestement possible, mais enfin j'essaye d'être au courant, de m'informer et autres. Et j'ai vu différents changements qui m'ont marqué depuis 2024, mais qui m'ont vraiment marqué l'année dernière. J'ai senti qu'il se passait quelque chose avec beaucoup plus d'ampleur à propos des espaces colorimétriques, et notamment en voyant un petit peu les questions, les réponses que je pouvais donner sur le matériel utilisé. Et là, j'ai posé quelques questions sur Internet, j'ai fouiné sur Internet, et je vois bien qu'il y a une tendance vraiment forte qui s'installe. Et depuis 2024, je l'avais vu, mais depuis 2025, je me suis dit, c'est le moment d'en parler. Et alors là, 2026, sachez que j'y suis passé. C'est ce basculement vers un autre espace colorimétrique, alors qu'on a longtemps travaillé avec les deux les plus connus, le fameux sRGB et l'Adobe RGB. Donc, je vais préciser vite fait ce que c'est. On voit un autre espace colorimétrique apparaître, un peu plus grand que l'un, pour cette partie-là, dans ces couleurs-là, pas forcément dans celle-là et autres. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est l'utilisation des appareils, des devices qu'on utilise, notamment les tablettes, les smartphones, qui intègrent beaucoup moins la gestion de la couleur que nos écrans d'ordinateur, où on peut les calibrer, on peut choisir l'espace colorimétrique avec lequel on va travailler. Mais comme on partage énormément nos images avec les autres, ils sont susceptibles de les regarder sur des devices non calibrés. Or, je vois une chose, et ça, je l'ai en tête depuis un certain temps, je constate que pour des raisons de réseau de bande passante, tout ce qui est Instagram, TikTok et réseaux sociaux en général font un truc tout bête avec nos images. Quand on les fournit à ces réseaux-là, quand bien même on fait la bonne démarche, c'est-à-dire on convertit nos couleurs dans un espace colorimétrique qui nous va bien, par exemple le sRGB ou le P3 ou même l'Adobe pour ceux qui ont la chance d'avoir des écrans large gamut ou qui ont envie de travailler dans des espaces colorimétriques les plus grands possibles à notre disposition. Eh bien, quand l'image arrive sur le réseau social, le profil ICC incorporé dans l'image, donc qui indique normalement à l'écran, voilà comment tu dois afficher les couleurs de ce fichier. Il y a bien des valeurs RGB,
mais c'est le profil ICC qui est incorporé, ou l'espace colorimétrique qui est associé à ces valeurs RVB, qui donne la vraie couleur qu'on doit afficher sur l'écran en question. Or, les réseaux sociaux suppriment le profil. Pourquoi? Parce qu'un profil ICC est très léger. En moyenne, c'est 4 kg. Ça peut être beaucoup plus lourd dans d'autres circonstances. Ça peut peser 1 mégaoctet dans certaines circonstances. Mais celui qu'on va partager, qu'on enregistre, qu'on encapsule dans nos images quand on les partage pour Internet, c'est relativement léger. Oui, mais là, on peut se dire, pourquoi les réseaux sociaux? Parce qu'ils doivent partager des milliards d'images. Donc, des milliards d'images égale des milliards de kilobits. Et donc là, à ce moment-là, il y a une raison économique qui font que, allez, on supprime le profil, même si c'est très léger, même si la plupart des gens, de toute manière, ne savent pas trop ce que c'est, ils ne savent même pas qu'il y en a un, ils ne savent même pas qu'il a éventuellement disparu. Donc, ils ont décidé de le supprimer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre image contient normalement un profil qui va donner l'information à notre périphérique en question, l'écran ou la tablette ou le smartphone en question. Tu devrais afficher les couleurs telles que, voilà, les fameuses couleurs lab, les vraies couleurs. Mais comme il n'y a plus le profil, eh bien, qu'est-ce que fait le device? Il interprète les valeurs RVB qu'il lit dans l'espace colorimétrique du device en question. Donc, s'il est en sRGB, il va l'interpréter avec… Donc, si on reprend mon petit schéma là, vous voyez, les petites pointes ici, là en sRGB, là en DCI-P3, là en Adobe RGB, vous voyez bien que c'est la pointe qui a comme valeur 255 dans le vert. Donc, on pourrait dire, bah, c'est un vert, Arnaud, il n'y a pas à discuter. Bah, regardez bien, le vert, la pointe du vert en sRGB, en P3 et en Adobe ne se projette pas au même endroit sur l'espace colorimétrique qui est capable de voir l'être humain, donc ce serait les couleurs lab. Là, c'est représenté sous un autre format qu'on appelle le CIE 1931. C'est le diagramme de chromaticité aussi, c'est de plusieurs noms, donc pour essayer de représenter l'ensemble des couleurs qui est capable de voir un être humain. Donc, vous voyez, on a été obligé historiquement, je ne le fais pas le rappel là maintenant, de créer des espaces colorimétriques plus petits parce que essentiellement nos écrans ne sont pas capables d'afficher l'ensemble des couleurs qu'est capable de voir un être humain. Donc, les ingénieurs et les fabricants d'écrans se sont dit on va faire des espaces colorimétriques plus petits. Mais vous voyez que pour plein de raisons, ils n'ont pas exactement le même volume. Donc, vous voyez, c'est un triangle parce qu'on travaille en rouge, vert, bleu. C'est des choses plus compliquées quand on travaille en CMJN, puisqu'on rajoute une couleur, entre guillemets. Donc, vous voyez que ces triangles-là vont se projeter à des endroits différents. Et donc, le vert, par exemple, le rouge qui va beaucoup nous intéresser ce soir, mais le vert, en l'occurrence, là, ne se projette pas au même endroit. Donc, vous avez dans votre fichier un certain vert. Quand vous regardez sur votre écran, c'est le vert que je souhaite, mais c'est ce vert-là. Comment l'écran sait que c'est votre écran, comment il sait que c'est ce vert-là? Il le sait parce qu'il y a un espace colorimétrique qui est associé à votre fichier. Et donc, vous lui dites, je suis en train de travailler ce vert-là, donc avec la valeur 255 en sRGB, ça correspond à ce vert-là. Regardez, ce vert-là, il est bien disponible également dans le P3, mais dans le P3, il n'a pas la valeur 255. Il a une valeur un petit peu plus à l'intérieur. Il serait peut-être 218 et non pas 255. Vous voyez, la valeur 255 est interprétée par des verts différents selon l'espace colorimétrique dans lequel on est. Donc, pourquoi ça nous intéresse beaucoup? Parce qu'une question qui revient tout le temps, mais c'est étrange, je suis en train de travailler mes couleurs. C'est ce vert-là que je veux, c'est cet orange-là que je veux, ce bleu-là que je veux. J'ai bien travaillé avec la gestion de la couleur activée, donc j'ai bien incorporé mon profil. Quand je suis à la maison, j'ai la couleur que je veux montrer aux internautes. Quand je regarde ma photo sur mon smartphone, qui est un Samsung, qui est un iPhone, qui est un vieux téléphone portable un peu plus ancien, quand je regarde sur une tablette chez ma mère, chez mon grand-père ou sur ma dernière tablette iPad, donc Apple, je n'ai pas les mêmes couleurs. Et pourtant, j'avais bien fait tout ce qu'il faut, j'avais bien activé la gestion de la couleur et transmis un fichier avec ce fameux espace colorimétrique. Donc voilà, comment ça s'appelle, les sites internet, les réseaux sociaux sur lesquels on partage énormément nos images suppriment le profil.
Et donc, il y a un truc tout bête qui arrive. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important en 2026 de faire, je pense, le point de bascule. Je l'ai fait personnellement. L'image, elle arrive sur un device. Imaginez que l'image, elle est en sRGB, puisqu'on a toujours travaillé en sRGB quand il s'agissait de partager nos images avec Internet. Et ça allait très, très bien. Pourquoi? Parce que l'immense majorité de nos devices ou de nos écrans étaient en sRGB et parfois en large gamut en Adobe. Mais l'immense majorité était en sRGB. Les tablettes et tout ça, quand on a démarré, l'iPhone a plus de 10 ou 20 ans, je ne sais plus, 2007, 20 ans, bientôt 20 ans, l'iPhone, il était en sRGB. Tous les devices étaient en sRGB. Donc là, qu'est-ce qui se passait? On travaillait naturellement en sRGB, on envoyait nos fichiers en sRGB, ils étaient affichés sans le profil, mais ils étaient affichés sur des devices qui ne savaient afficher que le sRGB, et par chance, le profil colorimétrique de l'image qui avait disparu correspondait à celui de l'écran. L'écran interprétait les couleurs dans ce qu'il est capable de faire, le sRGB en l'occurrence, et donc ça matchait. On ne voyait pas, en fait, que Internet faisait une erreur en supprimant le profil, on ne le voyait pas. Et donc, pourquoi ça a fini par apparaître et pourquoi aujourd'hui ça embête absolument tout le monde, le nombre de fois où je reçois des mails, des coups de fil pour me dire mais comment se fait-il, Arnaud, que je n'arrive plus à avoir les mêmes couleurs sur les différents supports sur lesquels je diffuse mes images? Tout simplement à cause de ça. Et vous voyez, là maintenant, on est à un tournant parce que maintenant, il s'agit, et c'est pour ça que j'ai eu envie j'arrête pas d'en parler sur mon site, j'en ai parlé dans cette newsletter et j'ai tout de suite proposé ce sujet à Hervé quand il m'a dit est-ce qu'on ne pourrait pas organiser un nouveau webinaire ensemble? J'ai dit à mon avis c'est le moment. Et pourquoi je pense que 2025 était le début du point de bascule et 2026 pour moi ça ne fait plus aucun doute. Parce qu'à un moment, je me suis renseigné, mais en fait, ce qui va être important pour alerter toute ma communauté de c'est le moment, c'est pas le moment, c'est le nombre de devices qui sont non plus en sRGB, mais qui sont dans un gamut plus grand, le P3 ou l'Adobe RVB. Et il se trouve qu'en 2025, ça y est, le nombre de périphériques qui ont été vendus et qui sont nativement maintenant en P3 est de 60%. En 2025, on a basculé une grande majorité des nouveaux, l'immense majorité des devices qui sont vendus dans le commerce, maintenant, sont au minimum en P3 et non plus en sRGB. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer après, quand on aura encore, je vais encore préciser des petits points sur l'avantage limite du P3. Mais vous voyez, quand on envoie nos images, si on a plus de chances maintenant, nettement plus de chances maintenant, d'afficher les couleurs qu'on a vues, qu'on a préparées sur notre écran d'ordinateur, on a beaucoup plus de chances qu'elles apparaissent telles qu'on les a voulues sur les devices qui suppriment la gestion de la couleur, malheureusement. Et j'ai regardé, là, et c'est très, très compliqué aujourd'hui. On pourrait, par des astuces de programmation, de codage de nos fichiers, on pourrait arriver à renforcer un peu de la gestion de la couleur, mais c'est vraiment, il faut savoir coder. Donc, voilà, ça, on oublie. Donc, aujourd'hui, si on veut diffuser nos images, les partager telles que nous les voulons, on a davantage intérêt à les mettre en P3. Et qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer un petit peu l'historique? Le P3 a été inventé au départ et il s'appelait, pour le cinéma, il s'appelait DCI P3. Alors, DCI, c'est un consortium pour le cinéma, international pour le cinéma. Et ils ont décidé d'inventer un espace colorimétrique qui serait plus grand que le sRGB, qui commence à être un petit peu étroit, et qui avait comme particularité d'être adapté aux nouvelles façons de projeter dans les salles de cinéma avec des lampes au xénon. Pourquoi c'est important? Parce que tout à l'heure, dans le fil du chat, j'ai vu une question passer. Philippe me demandait, mais quelle est la température de couleur du point blanc de l'espace P3? Donc, très important, au départ, il s'agit du DCI P3. Le DCI P3, c'est lampes au xénon. Les lampes au xénon ont une tendance à tirer un peu vers le vert, donc 6300 Kelvin. Donc, le point blanc de l'espace colorimétrique cinématographique DCI P3 est à 6300 Kelvin. Bon, le cinéma fait son affaire avec le DCI P3. La norme pour filmer dorénavant pour le cinéma
c'est le DCI P3. Et il y a un jour, il y a Apple qui va forcément tordre le cou ou donner des impulsions extrêmement fortes, une dynamique très très forte dans l'évolution du matériel, se dit, moi aujourd'hui Apple, je travaille plus tellement avec les photographes qui historiquement étaient mes clients préférés, les designers, les illustrateurs, les photographes. Je travaille de plus en plus avec le monde des youtubeurs, donc la vidéo, et du cinéma. Et donc, le DCI P3 m'intéresse. Mais en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est le P3. Donc, cette espèce de triangle sensiblement plus grand que le sRGB et un peu plus petit que l'Adobe, mais vous voyez, pas exactement positionné au même endroit. Donc, Apple, comme il est vraiment prescripteur, tellement il commande de dalles et comme tellement il commande de dalles aux fabricants que sont LG ou Samsung, disent bon, bah, nous, ce qu'on souhaiterait dorénavant, c'est que les écrans par défaut que nous vous achetons soient en P3 et non plus en sRGB. Gros point de bascule. On parle de millions de devices. Mais ils apportent, pour une fois, c'est ça qui est curieux, il y a des fois, je peste contre Apple et contre ces normes et tout ça, mais il y a un point qu'ils ont fait qui est vraiment, pour moi, une idée géniale. Ils se sont dit, oui, mais ça serait quand même bien de retrouver notre point blanc à 6500 Kelvin. Ça serait bien de travailler avec un gamma, non pas à 2,6, parce que le DCI P3, comme c'est pour les salles de cinéma, on va renforcer le gamma, on va augmenter un peu le gamma pour que le contraste des parties sombres des scènes de film qu'on va filmer dans les parties sombres, comme elles vont être diffusées dans des salles de cinéma qui peuvent être des salles sur écran blanc, on n'a pas assez de contraste. Il va falloir donc qu'on fasse des images plus contrastées. On va renforcer le contraste en faisant quoi? En choisissant un gamma un peu plus élevé, à 2,6. Et donc là, donc, la norme DCI P3, c'est un gamma 2,6, un point blanc 6300 Kelvin et un gamut. On le voit là. Et il y a Apple qui dit bah, moi, je voudrais garder le volume et je vais vous montrer pourquoi le volume du P3 intéresse Apple et pourquoi il a été créé pour le cinéma. Vous allez voir, c'est vachement intéressant. Pour moi, c'est ça l'intérêt de ce point de bascule. C'est que Apple dit moi, ce que je voudrais, c'est garder donc le volume, mais conserver du sRGB deux choses qui étaient super intéressantes, qui étaient le gamma A22, le fameux gamma A22 cher aux photographes, et le point blanc à 6500 Kelvin. Qu'est-ce que ça devient? Ça devient le fameux display P3, à distinguer donc du DCI P3. On parle bien d'un même gamma, mais avec des composantes qui sont quand même très importantes, qui décrivent vraiment de manière importante l'image. Donc, pour les photographes, si vous voulez travailler en P3, c'est sous-entendu en display P3, mais surtout pas en DCI P3. Alors, si vous regardez dans Photoshop, dans la suite Adobe, c'est marqué image P3. On est bien d'accord, tout ça, c'est la même chose. Mais vous voyez, l'idée brillante d'Apple, ça a été d'inventer une évolution du P3 exprès pour le monde de la photographie qu'on va partager sur les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est vraiment une idée brillante. Évidemment, Samsung, comme ils fabriquent eux-mêmes des écrans, ils vont forcément dorénavant utiliser le P3 comme écran, comme espace colorimétrique natif pour Internet. Donc, en fait, la grande question n'est pas de savoir s'il faut basculer en P3. Pour moi, c'est évident. C'est est-ce qu'on bascule maintenant ou est-ce qu'on conserve encore un peu des vieux réflexes du sRGB parce que la personne avec qui je partage, ils sont plutôt une communauté avec des iPads un petit peu plus anciens, des tablettes un peu plus anciennes, ou essentiellement ils travaillent sur des écrans. Je veux partager les mêmes couleurs avec eux. J'ai une communauté plutôt, entre guillemets, sRGB. Je vais continuer à travailler en sRGB. Qu'est-ce qui va se passer quand des gens qui sont sur un device P3 vont constater? Ils vont constater que l'espace colorimétrique auquel s'attend l'image n'est pas celui que souhaitait la personne qui a préparé l'image. Donc, sur un périphérique P3, qu'est-ce qui va se passer? L'image va être légèrement désaturée. Donc, si vous acceptez que l'image soit légèrement désaturée, et on va voir de combien environ elle est désaturée, si vous acceptez, vous choisissez une communauté, plutôt je conserve le sRGB,
Tant pis pour ceux qui ont des devices, les 60% qui aujourd'hui ont des devices en P3, tant pis pour eux. Ils auront une image qui sera décontrastée, désaturée par rapport à ce que je souhaite. Ça serait encore pire sur des écrans large gamut, mais ça arrive moins sur les tablettes et les smartphones. Maintenant, c'est tout en P3. Il n'y a pas de tablettes ou de smartphones qui sont en autre chose qu'en P3. Mais voyez où ça va, jusqu'où ça va se nicher. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé des merveilleux écrans ISO, excusez-moi, ISO, et même eux, qui étaient les fers de lance de l'Adobe RVB, eh bien, comme ils se fournissent chez des fournisseurs qui maintenant leur fournissent essentiellement des dalles P3, eh bien, on voit que ces écrans-là n'affichent plus à 100% le fameux Adobe RVB pour le print. Mais on a 100% du P3, mais on n'a plus 100% de l'Adobe. Donc aujourd'hui, j'ai aussi envie, et ça, ce n'était pas forcément dans le titre, mais de vous parler de cette question-là entre l'Adobe et le P3. Et vous allez voir que même pour les photographes, le P3, il peut être intéressant, même pour chez soi. Même pour chez soi. Voilà, donc j'espère que ça commence à vous convaincre qu'il est en train de se passer quelque chose avec cet espace colorimétrique. Pour moi, ça ne fait aucun doute que le sRGB est fini. Il n'y a que des vieux smartphones. Donc, une fois qu'ils seront usés, que les batteries seront usées et qu'ils finiront dans des tiroirs, tout aura basculé en P3 à minima. Ça va devenir le nouveau standard. Donc RGB, sRGB, ça voulait dire standard rouge, vert, bleu. Le nouveau standard est en train de devenir tranquillement le P3 et pour une fois, grâce à Apple. Il y a plein de fois où ils m'agacent dans leur technique, là notamment le calibrage des écrans sur les MacBook Pro avec les nouvelles dalles, c'est vraiment très pénible. Il faudra qu'on en reparle un autre jour. Mais pour ça, franchement, tant mieux. On gagne un espace plus grand et vous allez voir, il est plus grand, mais plus grand, oui, plus grand, ok, mais il est plus grand vers quelle couleur et pourquoi ça nous intéresse que ça soit plus grand vers ces couleurs-là. C'est ça qui est vachement intéressant et que je trouve vraiment génial de la part d'Apple qui a vraiment donc inspiré cette nouveauté. Donc voilà, c'est ça que je voulais, le cadre que je voulais porter pour pouvoir dire il est en train de se passer quelque chose et enfin, parce que le sRGB, je ne sais pas si vous savez, c'est milieu des années 1900. Et je me dis mais comment se fait-il qu'on est toujours avec ce vieux standard? Eh bien, de force, quoi, sans vraiment qu'il y ait une volonté secrète ou je ne sais pas quoi. Enfin, mais c'est simplement, il y a un moment, il y a un point de bascule avec le cinéma. YouTube l'emporte aux yeux d'Apple. Il décide de privilégier dorénavant les YouTubeurs avec des… Vous savez, tous ces gens qui ont des beaux t-shirts qui sont super beaux, qui ont des millions d'abonnés sur leur… qui sont toujours propres sur eux et qui font des vidéos hyper léchées. Voilà. YouTube a embrassé cette communauté et s'est dit, c'est maintenant vers eux que j'ai envie de porter mon travail. De plus en plus de choses sont partagées par YouTube et non plus par les livres. Donc, c'est un point de bascule qui est pour moi historiquement parfaitement logique. Donc, maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est, et dans à moins que tu veuilles… oui, je voulais juste dire, parce qu'il y a pas mal de discussions. Attends, excuse-moi. Il y a mon haut-parleur qui s'est coupé. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas de son qui était émis. Excuse-moi, je suis juste en train de revenir. Très simplement, il y a pas mal de discussions. Voilà, je t'entends. Il y a pas mal de discussions et on est bien d'accord. Ce dont on est en train de parler, c'est une alternative possible. Nous, on n'a pas de volonté, ni Arnaud ni moi, de vous forcer ou de vous inviter de manière un peu forte à aller vers le P3. Non. Une alternative au sRVB. Le sRVB, en fait, il date de 1974, donc ça commence à être un peu vieux et ça s'est vraiment déployé autour de 95-96 de manière importante. Ce qui est possible, c'est que le P3 mette encore un peu de temps avant que ce soit incorporé par tous les acteurs de la chaîne graphique. Ce dont on voulait vous parler et partager avec vous, c'est le fait que c'est un espace colorimétrique qui est en devenir, qui est quand même plus riche que le sRVB. Arnaud vient de répéter qu'il est un petit peu vieillot, et je confirme, mais pas forcément avec des coûts aussi élevés qu'aujourd'hui de décider de travailler en Profoto RVB ou en Adobe RVB, qui nécessitent des niveaux d'équipement qui sont des fois un peu réservés, je dirais, aux professionnels. Et le P3, c'est intéressant parce que c'est une évolution sans qu'il y ait des coûts associés majeurs. Monsieur et madame tout le monde achètent du P3 comme d'autres faisaient de la prose sans le savoir.
exactement. Et ce qui fait qu'en fait, le niveau de base qui était le SRVB, bah, il y a des chances que ça monte vers le P3, De mais ça force. ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a tous les gens qui ont des vieux équipements. Est-ce que les smartphones vont être calés sur P3? Il y en a qui le sont, mais est-ce que ce sera le cas de tous les smartphones? Bah, pas forcément. Tous les nouveaux, oui. C'est Tous ça, les les nouveaux. nouveaux. Mais tu as des gens qui vont garder leur ancien Alors, pendant encore 10-12 ans des fois. Pareil pour les écrans. Donc ça va être progressif. Et nous, on n'a pas de vocation à vous convaincre. On fait ce webinaire ce soir pour vous informer et vous dire que c'est intéressant de voir qu'il y a une technologie qui évolue sans qu'elle soit propriétaire. Je pense que c'est important, puisque même si Apple fait pas mal la promotion du P3, ils n'en sont pas propriétaires. Ils ne peuvent pas tirer d'argent de ce format, sauf erreur de ma part. Hein. non, le display P3, c'est C'est ouvert. ça. Ouais. Et c'est un petit peu comme si il y avait une montée d'un nouveau format qui serait un format open, mais là on parle de la gestion de la couleur. Voilà. Et j'en veux te pour laisse preuve reprendre. le menu enregistré pour le web dans Photoshop, que j'utilise tous les jours, propose des raccourcis pour nous faire gagner du temps en termes de gestion de la couleur. Mais donc, par exemple, il propose la conversion automatique vers un espace colorimétrique. Il propose toujours le sRGB. Si on veut le faire automatiquement, il faut l'inclure dans son flux en amont du menu enregistré pour le web. Ce n'est toujours pas par défaut dans le P3. Donc, il y a encore des habitudes à faire changer. Si Adobe considère que sa communauté est encore un peu conservatrice pour toutes les raisons que tu viens de rappeler, Hervé, on continuera avec le sRGB. Moi, je voulais vous montrer pourquoi les couleurs, quand vous les regardez sur d'autres devices, pourquoi elles changent. Et pourquoi maintenant, si on veut que le plus souvent possible, les couleurs ressemblent à ce que vous avez souhaité, eh bien, à cause de cette perte de profil, quand on partage les images sur les réseaux sociaux, on a de plus en plus d'intérêt, et c'est la solution, c'est d'aller vers le P3. Comme avant, on faisait du sRGB, et même si on ne faisait pas attention à la gestion de la couleur, comme par miracle, les erreurs qu'on faisait et les écrans avaient le même espace colorimétrique, on ne voyait pas qu'on mettait la poussière sous le tapis. Là, maintenant, il y a eu une phase où il y a eu la multiplication des écrans avec des espaces colorimétriques différents, les écrans Adobe, les écrans sRGB, et puis après, des écrans qui pouvaient rester en sRGB, mais qui avaient des couleurs vives, comme sur les appareils Samsung, par exemple. Donc là, voilà, louons que progressivement, sans que personne n'ait rien demandé à personne, on ait un basculement progressif vers un P3, et j'espère vous convaincre de l'intérêt qu'il a pour nous, et que quand bien même, effectivement, il y a des limites ou alors des inconvénients, parce que voilà, le partage avec les anciens périphériques, effectivement, on est dans une zone de transition. 60%, ce n'est pas 95%, on est bien d'accord. Je pense qu'en fin 2026, le pourcentage ne sera plus de 60, mais sensiblement plus, à mon avis. Donc, plutôt que de vous donner vous indiquer ce qu'il faut faire ou pas faire, je vais continuer quand même à vous montrer pourquoi le P3 a été choisi par l'industrie du cinéma, pourquoi Apple l'a choisi aussi pour lui, et pourquoi on aurait intérêt, nous, à le choisir, et pas seulement quand on fait du web. Donc là, si vous voyez bien sur mon écran, à moins que je vais faire autre chose, je vais partager pour que l'image soit plus grande. Je vais sélectionner ça. Autoriser. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Normalement, c'est bon, Hervé? Vous voyez bien l'ensemble des gamutes? Très bien. Voilà. Donc, regardez ce qui est intéressant. Donc, pendant très longtemps, on a travaillé avec le sRGB en blanc. Et quand on voulait un espace large gamut, on travaillait en Adobe RGB. Ça, c'est donc un espace qui, comme le sRGB, est très ancien, mais malheureusement, voilà, toujours pas de changement. Pour ce qui est du print, parce que Adobe RGB, ça correspondait à quoi? Ça correspondait à l'espace colorimétrique qui était capable d'imprimer des presses offset américaines dans les années 90. Ça a perduré parce que c'est une norme industrielle mondiale, donc on ne la fait pas bouger comme ça. Regardez, ce qui est intéressant dans ces deux espaces, c'est la pointe vers le bleu, entre le sRGB et l'Adobe, et la pointe vers le rouge. On voit que la grosse différence, ce qu'apporte essentiellement l'Adobe par rapport au sRGB, c'est essentiellement dans le vert.
beaucoup plus de nuances dans le vert, pratiquement aucune dans le rouge, un petit peu dans les bleus cyan. Vous voyez, ici, dans ces couleurs-là, qui sont dans les cyans, vous avez un intérêt, si vous avez besoin d'en imprimer, à travailler en Adobe. Mais pour les rouges, aucune différence entre l'Adobe et le sRGB. Et c'est là qu'intervient une des qualités majeures du DCI-P3, c'est que, excusez-moi, si vous regardez bien, vous voyez que comment s'appelle, le DCI-P3, donc il est un peu plus petit que l'Adobe dans les verts, mais il est décalé vers la droite. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes verts. Et il est beaucoup plus grand, excusez-moi, que le sRGB vers les verts. Mais surtout, et c'est pour ça qu'il a été choisi, il est nettement plus grand vers les oranges et les rouges. Alors, les oranges et les rouges, c'est quoi? C'est les teintes chaudes au coucher du soleil. Et c'est pour ça qu'Apple et l'industrie du cinéma, l'industrie de la vidéo a voulu et a opté pour le P3 parce qu'il réglait enfin un problème vital pour eux. C'était que si on fait des films, si on filme ou on fait des vidéos par coucher du soleil, on saturait très très vite dans les rouges, que ça soit en sRGB ou en Adobe. Et là, alors, vous voyez, après, on va revenir avec des images. Je voulais aussi vous montrer que le DCI-P3 donc, va moins loin que l'Adobe vers les bleus. Mais ce n'est pas des bleus, c'est des cyans. Et en fait, tout le monde ne travaille pas des cyans tous les matins. Alors, parfois, si, avec certains ciels bleus pris dans les îles des Caraïbes et autres, on peut avoir besoin. Donc là, on se trouve effectivement, selon l'usage et selon l'endroit où vous faites des photos, ça peut être vraiment important de bien choisir entre le P3, l'Adobe et le sRGB. J'essaye là, pour le coup, de vous montrer pourquoi le sRGB est un peu dépassé pour ces fameuses couleurs chaudes et pourquoi, du coup, même si on travaille pour du print, on pourrait avoir intérêt à travailler ponctuellement en P3 et non plus en Adobe si on est en train de travailler justement des photos au coucher de soleil. Là, on serait très gagnant à travailler en P3 par rapport à de l'Adobe et du sRGB à cause de ça, à cause de ce qu'on gagne. Donc là, vous pourriez me dire maintenant, ben oui, mais Arnaud, regarde, bon, l'espace là, entre les deux, ça ne paraît pas si grand que ça. Eh bien, il se trouve, alors je vais vous montrer quelque chose sur cet écran-là. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est important. Alors, ça s'appelle comment? C'est ce qu'on appelle les ellipses macadam. Il est resté sur ta précédente image. Alors, attends, parce que j'ai partagé mon écran. Il faut que j'arrête le partage de mon écran. Hop. J'arrête le partage. C'est bon, là, voilà, vous voyez à nouveau. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'est dit, mais en fait, l'œil humain, il a cette particularité, il voit dans le vert, il voit dans le bleu, il voit dans le rouge, autre, mais quand on lui montre des verts différents, deux verts différents, pour que l'œil humain le voit comme différent, il faut que dans le vert, cette différence soit très marquée. Dans le rouge, il y a besoin que cette différence soit beaucoup moins marquée. Vous voyez, on a l'impression, si on revient à l'espace colorimétrique, ça c'est vraiment une notion qu'il faut avoir. Selon les couleurs, on est plus ou moins sensible à des petites variations de différence pour avoir l'impression qu'on a affaire à des couleurs différentes. Et bien, qu'est-ce qui se passe dans les rouges? Voilà, vous voyez, cette différence-là qui paraît sur le papier pas forcément énorme, en fait, elle est très importante. Et elle est très importante de combien? D'au moins 20%. Selon les recherches que vous ferez sur Internet, on vous dira entre 20 et 25%. Donc, pour vous en convaincre, vous prenez un truc tout bête, vous prenez une photo avec des couleurs chaudes, saturées, et vous allez dans Photoshop et vous désaturez l'image de 25%. Ah ben là, vous n'allez plus avoir aucun doute. Oui, effectivement, il y a bien une différence marquée entre le sRGB et le P3. Et si je continue à vous montrer d'autres images, et c'est pour ça que j'avais envoyé ces images-là. Donc voilà, une dame là, ce n'est pas un coucher de soleil, mais c'est ambiance du soir, et il y avait des lampions rouges qui tombaient sur son visage. Là, on est en P3. Vous voyez, le fait d'être en P3 permet de redonner du modelé qui était complètement saturé en sRGB. En sRGB, on n'a que des aplats, on n'a plus de nuances. Pourquoi? Parce que de très nombreux oranges sont remplacés dans le sRGB par quoi? Ils sont remplacés par le même orange.
le plus saturé que permet le sRGB. Et du coup, ça vous fait des aplats, d'accord? Donc, évidemment, pour vous montrer, parce que c'est pour ça que c'est très important que je vous explique l'astuce de saturer ou désaturer d'environ 20% des oranges pour que vous voyez chez vous, sur votre écran, ce que ça va donner. Là, volontairement, j'ai saturé pour pouvoir les montrer, parce que je ne sais pas si vous allez le regarder sur un écran sRGB, DP3 ou Adobe. Mais vraiment, ce que vous allez observer, c'est si vous saturez des couleurs déjà relativement saturées et chaudes en sRGB, parce que vous êtes en sRGB, quand vous allez les saturer, puisque vous n'avez pas de place, vous êtes aux limites du sRGB, dans le coin en bas à droite, vous n'avez pas de place pour pouvoir créer des nouvelles couleurs qui vont se distinguer des autres, donc des couleurs différentes, eh bien, ça va être remplacé par quoi? Par un aplat. Et ça se voit, voilà, vous voyez des aplats dans la robe. Elle a pratiquement plus, dans la veste de la dame, il n'y a pratiquement plus aucune nuance, alors qu'il y en a en P3. Donc, pour toutes les personnes qui travaillent avec ces couleurs-là, voilà, là, on retrouve du drapé dans la veste de la dame, dans son visage, alors qu'on les avait complètement perdus en sRGB. J'ai pris d'autres exemples. Oui, là, on voit bien le avant-après. Et voilà, sur un paysage, vous avez une espèce de saturation. Alors, soit vous avez du mal à saturer, et si vous voulez saturer le côté sRGB davantage pour qu'il soit plus proche de ce que vous avez vraiment vu, inconvénient, vous allez, en voulant le saturer, vous allez créer des aplats, vous allez perdre des nuances, et ça sera flagrant sur des tirages. Vous voyez, là, j'espère qu'à l'écran, j'ai essayé, par l'image que j'ai créée, de jouer, là, évidemment, vous avez bien compris que ça s'affiche sur un même type d'image, par exemple, sRGB. Tu peux l'agrandir ou éventuellement la partager? Oui, je peux l'agrandir. Parce que là, c'est un peu petit. Voilà. Voilà. J'ai essayé de montrer, en jouant sur la saturation, qu'on perdait énormément ou on gagnait énormément à travailler en P3 dès qu'on avait un coucher de soleil, par exemple, comme ici. Voilà. Donc, vraiment très important, ça a été créé pour la vidéo, puis ça a été récupéré pour le monde de la couleur et du web. Pourquoi? Parce que ça a un vrai avantage essentiel sur des images qu'on partage absolument tous. Là, en été, les images, les couchers de soleil et autres. Enfin, on va pouvoir partager des images où les gens ne vont pas être complètement bouffis de chaleur à cause du sRGB, parce que quand il va passer sur des écrans en P3, là, il va être très désaturé, donc on va dire, bah, disons, il a pas bonne mine. Et si vous le mettiez en P3, eh bien là, sur un écran sRGB, ça serait l'inverse, ça serait très saturé. Et sur un écran P3, donc dans 60% des cas, peut-être davantage aujourd'hui, je n'ai pas regardé les chiffres en juin 2026, vous auriez ce que vous souhaitez et vous partageriez là, à ce moment-là, une image avec la bonne saturation au moment d'un coucher de soleil et des visages qui ont à nouveau du modelé et qui ne sont pas complètement cramés comme si on avait mis un projecteur sur eux. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à Phil. 6500 Kelvin, c'est pour du P3 display, image P3, et 6500 Kelvin et 6003, c'était à l'origine pour les lampes Xénon qui, effectivement, ont une dominante vers le vert. Donc voilà, j'espère qu'avec ces quelques images, j'ai pu vous convaincre à minima. On est en train de vivre un point de basculement et que peut-être on va pouvoir bientôt se débarrasser du sRGB et être vraiment gagnant, parce que là, par rapport au sRGB, pour moi, il n'y a que des gains. En revanche, la question peut se poser avec l'Adobe, mais là, je ne ferai pas l'injure à des gens qui aiment travailler en Adobe, qui ont besoin de travailler en Adobe, qui ont un écran large gamut pour travailler en Adobe. Sachez que la plupart des écrans, dont celui-ci, là, on est sur un écran plutôt haut de gamme, BenQ, le PD 2770U, 4K, eh bien, qu'est-ce que j'ai mesuré comme profil? Pas la communication BenQ, mais ce que j'ai mesuré avec mes deux sondes, 100% de l'Adobe, 98% du P3. Donc, la plupart des écrans haut de gamme aujourd'hui sont capables, pour ceux qui voudraient travailler et choisir, là, non plus opter, entre guillemets, machinalement pour du sRGB, mais choisir, est-ce qu'il vaut mieux travailler en Adobe, est-ce qu'il vaut mieux travailler en P3 pour le type de couleur que je dois travailler sur un écran comme celui-ci. On fait ce qu'on veut, on peut choisir de le calibrer en Adobe ou en P3, voire en mode natif, où là, on garde l'ensemble des couleurs qui est capable d'afficher l'écran. On ne fait plus de restrictions en Adobe ou de restrictions en P3.
on utilise toutes les possibilités de l'écran. Ça veut dire le calibrer en mode natif, en mode utilisateur pour cet écran, et surtout pas choisir le preset P3 ou Adobe. Ça, c'est un peu la petite astuce du soir que je vous conseille. Et vous voyez, on est en train de clairement, pour les écrans, d'observer un point de bascule. Ils nous permettent de choisir et de garder le meilleur. Là, il n'y a plus besoin de… On va choisir, mais en conscience, et on va voir l'intérêt de choisir tel ou tel espace. Et pour Internet, voilà, moi, maintenant, j'ai basculé et sur mon site Internet, par exemple, les images, je les convertis systématiquement en P3. Donc, je les enregistre avec le profil au cas où, parce que pour mon site Internet, mais en revanche, quand je les partage sur les réseaux sociaux, je sais que le profil disparaît. Et donc, je me dis, j'espère que les gens vont le regarder sur du P3. Voilà, toutes les choses essentielles que je voulais partager avec vous. Et c'est passionnant. On est vraiment en train de vivre un moment historique. Il y a pas mal de… Et ça enrichit notre travail, ça enrichit notre travail, à mon avis. Il y a pas mal de questions aussi sur le côté impression, mais une chose après l'autre. Là, on était sur l'espace colorimétrique P3 pour les écrans. Et du coup, on voulait vous poser une petite question avec Arnaud. Tu es d'accord? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je lance mon sondage. P3. Voilà. L'espace couleur P3 et vous, maintenant qu'on en a un peu parlé. Est-ce que vous découvrez aujourd'hui? Est-ce que vous en avez entendu parler? Puis voilà, ça vous intéresse, vous regardez. Quid des capteurs? Les capteurs ont des gamuts extrêmement larges. Et c'est pour ça que les Lightroom et autres, par exemple, continuent à travailler en pro-photo, mais en interne. C'est intéressant, mais là, on n'a pas le temps de débattre de l'intérêt. Dès que vous, après, vous exportez, vous avez vraiment intérêt à travailler en Adobe, en P3 ou en sRGB, mais sachez que Lightroom continue à travailler en interne en pro-photo, donc un espace extrêmement large, parce que nos capteurs sont capables d'enregistrer bien plus grand que l'Adobe, le P3 ou le sRGB. Et comme certains l'ont indiqué dans le fil, le fichier RAW n'intègre pas de notion. Il n'y a pas d'espace. D'espace colorimétrique, c'est au moment du développement, le dématrissage, que ça va se faire, pas dans le RAW. C'est au moment de l'export. Oui, c'est ça, l'export. Le fichier s'ouvre. En fait, on ne le voit pas, c'est ça qui est dommage dans Lightroom ou Photoshop. Il y a peut-être dans Capture One où on peut dire, tiens, est-ce que tu peux me supprimer le profil de la marque du boîtier qui permet de corriger, de redonner la vue au boîtier qui a des défauts. Le capteur a des défauts. Il a été corrigé par Capture One, par Adobe et tout ça. Ce qui serait formidable, c'est qu'on puisse décocher, mais je ne vous dis pas le cirque que ça serait si c'est maman qui a ça devant. Elle ne va pas comprendre ce qui se passe. Non. Mais si on sait ce qu'on est en train de faire, si on pouvait décocher ponctuellement, montre-moi le RAW tel qu'il a été pris par mon boîtier sans aucune correction, on serait très surpris. Alors, merci d'avoir participé à notre petit sondage. Et je vais partager avec vous les résultats. Et donc, on est sur 48% qui découvrent aujourd'hui, parce que même s'il n'est pas complètement nouveau, je veux dire, DCI-P3, depuis 2017, ça existe, il n'était pas vraiment adapté pour la photo, ça le devient, ça a été promu par Apple, du coup, ça prend un peu d'ampleur, du coup, ça devient vraiment un espace colorimétrique qui n'est pas ésotérique, mais qui devient accessible à certains. C'est ce qu'on voulait vous montrer. Donc, 48% d'entre vous découvrent, donc ça correspond un peu à ce qu'on attendait. 35%, j'en avais entendu parler et vous regardez. 7% hésitent à basculer de sRGB à P3. 7% aussi disent c'est déjà aujourd'hui mon espace de travail, peut-être aussi parce qu'ils ont acheté un matériel récent. Oui, tu as beaucoup de matos Apple aujourd'hui, ils arrivent, te disent qu'ils sont déjà en P3 en fait. 11% qui disent je vais m'y mettre après ce webinaire, donc on sera intéressé de voir si ça produit des choses intéressantes pour vous. Et 4% qui disent promis je m'y mets d'ici Noël 2031. Bien sûr, the joke. Je souhaite que la batterie de leur smartphone tienne jusque-là. Oui. Ils ont évolué dans leur équipement d'ici là. Merci déjà pour tout ça. Est-ce qu'on parle de l'offre spéciale qui est disponible chez Graphic Réseau? Oui, je pense que c'est l'occasion. Voilà. Donc, Graphic Réseau, tu voulais leur passer un petit coucou, Arnaud, c'est ça? Oui, vraiment, c'est une équipe avec qui j'adore travailler parce que c'est une équipe De toute façon, il n'y a même pas besoin de leur faire de la pub. Internet parle à ma place. Vous la connaissez très bien. C'est la boutique de référence quand on veut acheter des écrans haut de gamme, donc BenQ et ISO.
c'est évident que c'est avec eux qu'il faut. C'est vraiment, ils ont pignon sur rue, super service après-vente, mais y en a-t-il besoin avec ces deux marques-là, qui sont vraiment des marques haut de gamme? Vraiment, je me permets d'insister, et c'est sans flagornerie, vous le verrez dans mon test qui va être publié bientôt. Vous savez combien j'ai pu être critique sur certains points, l'homogénéité des dalles, par exemple, avec BenQ. Vraiment, BenQ, sur les 2 derniers tests que j'ai faits, 2 écrans PD en plus, même pas de la série SW haut de gamme, mais soi-disant la série un petit peu en dessous. Réellement, là, pour moi, un photographe qui travaille pour de l'illustration, pour du print, pour du web, pourrait très très bien acheter cette série PD. On est à 1 700 €, donc sans la remise, pour un écran avec 27 pouces, 4K, sonde intégrée, casquette qui est capable d'afficher l'Adobe et le P3. Bon, là, vraiment, on est dans des prestations, donc avec calibrage hardware, évidemment, table lutte 16 bits, affichage 10 bits. On est vraiment dans du sérieux. Et vous verrez dans mon test, homogénéité, précision des couleurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'enfile les perles. C'est vraiment un très, très bon écran à qui je vais attribuer un coup de cœur parce qu'il est très bien positionné en prix. Donc, ce n'est pas un écran expert. Il y a une marque qui fait encore un petit peu mieux. Oui, mais c'est beaucoup plus cher. C'est très sensiblement plus cher. On parle de plus de 1 000 € de plus. Pour aller grappiller un peu plus de ceci, un peu de cela, il faut dépenser 1 000 € de plus. Donc là, vraiment, je pense qu'il est extrêmement bien positionné en prix. Et je suis vraiment content d'avoir pu le tester et de dire aux ingénieurs BenQ, vraiment bravo, vous avez fait un super boulot, parce que je n'ai pas toujours été tendre avec eux. C'est pas un écran très de gamme non plus. Peut-être pas expert, mais c'est plutôt un écran quand même qui est destiné aux professionnels. Hein, soyons clairs. Moi, ça m'agace quand on dit ça, évidemment. Oui, ou les gens et pourquoi les amateurs auraient le droit d'avoir un écran à 100 balles? Non, tout le monde. En fait, moi, j'ai eu un étudiant en photo, il aura du mal à s'endetter pour mettre. Mais non, mais bien sûr. Bien sûr. En fait, quel dommage qu'on parle en termes de besoins et non pas de. On a tous, absolument tous, les capacités de profiter d'un écran comme ça. Alors. Et effectivement, comme il coûte cher, si on n'en a pas besoin, bah, il faut bien arbitrer. On est tout à fait d'accord. Mais quel déjà dommage... un utilisateur, un photographe qui fait de la photo régulièrement, qui a besoin de retoucher, de préparer ses fichiers, par exemple, pour l'impression, à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à regarder, et après vous déciderez. Je voulais dire une chose, sur les gammes qui s'appelaient SW et Pro Design, donc le code CPD de BenQ, la ligne de démarcation est en train de bouger, donc je pense qu'à un moment ou à un autre, ce sera plus vraiment révélateur. Pour moi, c'est pratiquement au niveau du SW, ça. Oui. Donc, et je l'ai écrit dans ma conclusion, donc je suis très content que tu le confirmes. C'est bien ce que j'ai l'impression d'avoir mesuré avec mes sondes. Alors, du coup, quelle est l'offre chez Graphic Réseau? Très simple. Par rapport au CS2740, il n'y a pas de sonde intégrée dans le CS2740. Exactement. Voilà, vous avez la qualité, l'électronique et tout, et EXO, qui est génial. Ouais, mais il n'y a pas de sonde intégrée. Et pour beaucoup de personnes, Arnaud, pour beaucoup de personnes, c'est une découverte que BenQ fait des écrans avec sonde intégrée. Donc, ça fait partie aussi de l'article que tu vas écrire. Ils ont fait un coup de maître avec ce modèle. Enfin, je pense que c'est peut-être ce que tu vas dire. Il sera publié quand? La fin de semaine. Fin de semaine, ok, super. Donc, l'offre spéciale de Graphic Réseau, j'y reviens, c'est jusqu'au 30 juin. Donc, vous avez une semaine sur les écrans BenQ. En plus des prix qui sont placés chez Graphic Réseau, vous avez 5% de remise supplémentaire. Peut-être que ça ne vous paraît pas énorme, mais honnêtement, c'est un petit coup de pouce en plus. Vous en profitez si ça vous plaît. Sinon, vous passez votre chemin, puis vous attendez à d'autres époques. Mais je pense que c'est quand même, ça reste intéressant, sachant que 85 € quand même, quoi. C'est 3 gouttes d'essence aujourd'hui. Donc normalement, vous devriez voir le lien qui va vous permettre d'accéder à toute l'offre sur les écrans BenQ disponibles chez Graphic Réseau, et les 5% de remise, c'est valable sur toute la série depuis le 24 pouces qui s'appelle le SW 242 quelque chose, jusqu'à cet écran que tu viens de... Ouais. Voilà. Vous voyez, là, par exemple, chez BenQ, il y a un SW 272U, 4K, 27 pouces, sans sonde intégrée. Franchement, me poserait sérieusement aujourd'hui la question. En plus, nouveau traitement anti-reflet côté utilisateur, mais aussi côté intérieur.
qui m'a beaucoup moins de moirage qu'avant. Vous savez combien j'ai pu être critique vis-à-vis du moirage quand on affichait des pages claires parce que ça donnait une espèce de granulosité aux pixels pourtant hyper fins. On est en 4K, on est en Ultra HD. Eh bien là, un énorme effort a été fait de la part de BenQ. Voilà, l'ensemble des défauts que je critiquais, alors certains défauts n'étaient pas liés à BenQ, c'était lié au fournisseur de la dalle. Là, franchement, il y a eu un super travail qui a été fait. Donc, entre un SW272U et celui-ci, moi, je mettrais volontiers les 300 € d'écart pour avoir la sonde intégrée, pour avoir les gamutes et pour avoir la sonde intégrée. Et donc, le calibrage hardware, vous savez tout le bien que je pense du calibrage hardware, de ses avantages pratiques. Je vais donner une réponse quand même sur les écrans BenQ. Chaque modèle peut avoir une gamme de couleurs différentes. Et donc, quelqu'un disait, moi j'ai un autre modèle, faudrait tester, faudrait voir. Et chaque modèle, en plus, il y a eu une évolution. Là, toi, tu as testé le dernier cri, mais chaque écran, il faut regarder ce qu'il a dans le ventre au niveau de sa gamme de couleurs. Normalement, quand vous ferez... Ils ont tous été testés, ils sont tous sur mon site. Voilà, en plus, hein, je crois que c'est peut-être la piste. Faire des comparatifs, là, je suis exhaustif. Est-ce qu'on est paré pour la session questions-réponses? Moi, je suis prêt. J'en ai vu pas mal. C'est parti. Alors, première question. Donc, il y avait le point blanc du P3. Tu y as répondu, mais est-ce que tu peux le répéter? Donc, le point blanc du display P3 orienté photo, c'est bien 6500 Kelvin, comme le sRGB, comme l'Adobe, avec un gamma de 2. Il n'est avec un gamma de 6 et un point blanc à 6300 que pour le DCI P3. Pourquoi? Et c'est très important de ne pas forcément l'utiliser pour la vidéo YouTube, mais bien pour les salles de projection, puisqu'on va projeter l'image avec des barcodes qui ont des lampes au xénon. Parfait. Alors, tu as parlé du P3. Comment, si j'ai un écran qui est capable de P3, dois-je le calibrer? Alors, tu as donné un petit élément de réponse, mais est-ce que tu peux répéter par rapport à cette question? Alors, la calibration de l'écran. La règle, elle est simple. Si, en fait, l'intérêt de choisir spécifiquement le P3, c'est essentiellement, si vous voulez afficher votre image sans profil, vous mettez volontairement, vous n'incorporez pas volontairement le profil à une image, vous l'affichez sur votre écran, l'écran voyant qu'il n'y a pas de profil, il l'affiche nativement dans ce qu'il sait faire, et donc s'il est en P3, il va l'afficher en P3. Donc c'est très pratique pour savoir comment va s'afficher sur un écran de monsieur et madame tout le monde, comment va s'afficher réellement l'image chez lui. En revanche, chez vous, si vous gérez la couleur, vous avez intérêt à pas forcément limiter votre écran spécifiquement dans le P3, surtout si, comme celui-ci, il est capable d'afficher également l'Adobe, parce que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la pointe vers le vert, par exemple, n'est pas au même endroit. Mais comme l'écran, celui-ci, il est capable d'afficher 100% de l'Adobe et 98% du P3, ça veut dire que son gamut natif est encore plus grand que ces deux-là. Donc là, il n'y a aucune raison de se restreindre à du P3 ou à de l'Adobe ou du sRGB. Autant profiter de tout l'ensemble des couleurs que capable d'afficher votre écran, notamment pour l'impression. Les gamutes, quand vous imprimez, surtout sur des papiers brillants, elles sont extrêmement larges, bien plus larges que ce qu'ont capable de faire nos écrans aujourd'hui. Attention, pas sur toutes les couleurs, mais sur... Et pour vraiment en profiter, voilà, vous voulez imprimer sur des imprimantes jet d'encre, sur du papier brillant, qui ont vraiment des gamutes extrêmement larges, je vous conseille de calibrer dans l'espace colorimétrique natif. Et si vous avez un usage exclusivement web et que vous voulez faciliter votre travail de prévisualisation pour deviner ce qui va se passer chez les autres, vous avez l'intérêt ponctuellement à le calibrer en P3. D'où l'intérêt des écrans à calibrage avec son intégré, qui sont naturellement des écrans à calibrage hardware, puisque c'est vendu, vous savez, avec la petite télécommande, je ne l'ai pas sorti, la petite télécommande des BenQ, elle est vendue également, j'en ai pas parlé, avec la casquette. Et donc, vous avez 3 raccourcis, 1, 2, 3. Et donc, vous choisissez 1, large gamut, 2, Adobe, 3, P3 par exemple. Et en un clic de souris, vous basculez extrêmement vite dans votre flot de travail, de l'un à l'autre, alors que sur un écran à calibrage classique, avec une sonde et un logiciel propriétaire, à ce moment-là, vous êtes obligé de recalibrer votre écran à chaque fois pour limiter ou pas votre écran. Donc, si vous voulez bénéficier de cet avantage-là pratique,
écran à calibrage hardware. Très bien. Si je fais que de la photo noir et blanc, quel est l'intérêt de passer au P3? 0 plus 0 égale la tête à Toto. Aucun. Là, j'aime bien répondre ça quand même. Ce qui est intéressant avec les écrans, alors c'était surtout le cas avec les écrans qui étaient capables d'afficher l'Adobe, c'était des écrans avec des très bonnes dalles. Et ce que je constatais, c'est que les écrans avec des très bonnes dalles, large gamut, ont des électroniques plus stables et plus fiables, plus précises que les écrans entrée de gamme qui ne montrent que le sRGB. Et là où en noir et blanc c'est intéressant, c'est le gamma. Le gamma sur les écrans haut de gamme, quand vous voulez nativement, même sans calibrage, vous voulez avoir du 2.2, l'écran n'est pas du tout à 2.2. Et il peut être à 2.1 par exemple. Ah oui, mais ça va faire quoi comme différence? Ça veut dire que vos gris, si vous travaillez en noir et blanc sur un écran qui est non calibré et qui n'a pas une électronique de grande qualité, vous allez avoir un gamma qui ne va pas être 2.2. Donc, si par exemple il est de 2.1, vous allez avoir des noirs qui vont être plus denses que par exemple sur mon écran, qui est un écran haut de gamme, qui est calibré à 2.2 précisément. Eh bien, si je regarde la même image sur mon écran, je vais avoir l'impression que l'image que vous m'envoyez est trop contrastée. Donc, en fait, l'intérêt d'avoir un écran qui serait capable d'afficher le P3, évidemment, aucun intérêt en couleur, mais c'est d'autres dommages collatéraux, c'est d'autres qualités collatérales qui vont avec le fait qu'il est capable d'afficher le P3, qui là vont vous intéresser dans le cadre d'une retouche noir et blanc. Très bien. Est-ce que tu peux réexpliquer pourquoi cet écran-là, toi, tu choisirais de le calibrer en mode natif? Utilisateur, exactement le terme dans le menu de l'écran, c'est utilisateur. Le mode utilisateur vous permet de ne pas choisir de limiter le gamut. Donc, quand vous allez faire défiler les patchs colorés rouge, vert, bleu qui vont permettre de déterminer quel est le point XY, je reviens, quand l'écran est calibré, l'écran va afficher dans un premier temps un patch le plus rouge possible, le plus bleu possible, le plus vert possible. Et ça va déterminer vraiment le grand triangle de cet écran-là. Si vous utilisez les presets P3, vous le limitez. Si vous utilisez l'Adobe, vous limitez. Si vous utilisez utilisateur, vous voyez qu'un écran qui est capable d'afficher 100% de celui-là et de celui-là, vous devinez que le triangle qu'il est capable d'afficher vers le vert, la pointe du triangle vers le vert, dépasse largement ces deux-là. Donc, vous allez pouvoir afficher des verts qui, évidemment, ne pourront pas s'afficher sur l'écran de monsieur et madame tout le monde. Oui, mais sur le vôtre, oui. Et sur des gens qui ont de même type d'écran que ceux-là, et il y en a de plus en plus, des écrans haut de gamme qui sont capables d'afficher pratiquement 100% des deux, il y en a de plus en plus. C'est la nouvelle norme. Donc, ça sera demain et après-demain à chaque fois un petit peu plus. Et évidemment, si vous faites du tirage, parce que le gamut du tirage, comme je vous l'ai dit, surtout sur des papiers brillants, dépasse largement ces gamuts-là. Vous voyez, ça aussi, c'est un truc qu'il faut avoir à l'idée. Si le P3 est en train de remplacer le sRGB, à mon avis, le REC 709, le REC 2020, pardon, le REC 2020 oui, du monde de la vidéo, qui est un triangle qui va, au niveau du vert, aller pratiquement, qui va à la limite du CIE 1931. Vous voyez, vous allez avoir un triangle extrêmement grand qui va aller à la limite, contrairement aux Profoto qui dépassent cette limite, et donc avec tous les problèmes que ça pose, les couleurs imaginaires, eh bien, le REC 2020, à mon avis, deviendra à terme le nouveau Adobe, le remplaçant de l'Adobe. Donc, on va sûrement refaire un webinaire, à mon avis, avant 2031, quel espace va enfin remplacer ce foutu Adobe qui a 30 ans. Ah, voilà. Le premier pas, c'était peut-être par Internet, et c'est grâce à Apple et Samsung que ça arrive. Merci beaucoup, Arnaud. Il est 19h34.
Oh non, on vient de commencer. Eh ouais, mais ça passe vite, ça passe vite. J'espère que vous avez trouvé que c'était instructif. C'est un peu expérimental aussi. On n'a pas forcément toutes les réponses et on l'accepte. On voulait que ce soit un webinaire un peu débat. On a répondu à certaines des questions. Merci aussi pour d'autres questions auxquelles on n'a pas forcément répondu. On n'a pas trop abordé le côté print. Je sais qu'il y avait pas mal de questions aussi sur comment calibrer un écran en termes pratiques, c'est quoi les étapes. Et c'est pour ça que demain, je vais vous envoyer un lien vers les webinaires précédents où on a déjà abordé ce sujet. Merci pour votre attention. Vous étiez nombreux, il y avait plus d'1 millier d'inscrits. Vous étiez presque 500 ce soir, donc c'est un beau chiffre hein, quand même. Donc bravo à vous. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup moi, voilà. Je pense que le prochain webinaire sera plutôt pour la rentrée. Je n'ai pas encore tout de suite le sujet. Il y aura peut-être un petit sondage qu'on va vous envoyer. N'hésitez pas à écrire si vraiment il y a une question qui vous taraude. N'hésitez pas à m'écrire sur mon site dont le lien, de toute façon vous connaissez ça, ça se trouve probablement le site La gestion des couleurs. N'hésitez pas à m'écrire ou même m'appeler. Il y a mon téléphone et mon mail sur ce site-là. N'hésitez pas si vraiment une question vous taraude et que je n'ai pas eu l'occasion d'y répondre ce soir. Ceux qui me connaissent savent que je prendrai à un moment ou à un autre le temps de vous répondre. J'ai mis des liens vers tes sites qui doivent s'afficher là pour la majorité de l'audience. Puisqu'on a parlé d'espace couleur. Hervé, c'est très gentil. Merci infiniment pour l'enthousiasme et la passion. Merci Hervé. Puisqu'on a parlé d'espace couleur, moi je te propose de finir peut-être avec quelques photos d'espace, puisque c'est une des spécialités d'Arnaud. Voilà, je vais partager ça. Alors attends. C'est un photographe d'astro. Ouais. Puis je te laisse le dernier mot pour la fin. Soirée à tous. Voilà. Vous voyez, même pour l'astronomie, c'est très important. Là, on est pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'astronomie, vous savez que beaucoup de nuages, de nébuleuses émettent dans le rouge. Là, c'est un peu vers le magenta. Donc, vous voyez, pour les astronomes, basculer en P3 peut être très, très intéressant. Là, c'est une photo de pleine lune, mais avec un beau halo. Et donc, sur mon écran, là, évidemment, les couleurs ne sont pas très saturées. Il n'y aurait pas d'intérêt particulier à travailler, même pas en P3. Là, il n'y a pas de couleurs très saturées. Même un bon vieux sRGB suffirait largement. Je vais essayer d'agrandir un peu la photo. Ça, c'est une photo que j'ai faite au Fuji moyen format. Et je vais vous montrer, voilà, à la définition maximum. Vous voyez là, on voit ici le petit tremblement. C'est à cause de la turbulence. Avec mon Fuji moyen format qui fait 100 millions de pixels, j'ai mis non pas un télescope, mais un 500 mm de focale plus un petit multiplicateur. Donc, ça fait 700 mm. Mais avec 700 mm de focale sur 100 millions de pixels, on photographie la turbulence. On photographie évidemment les cratères, mais aussi la turbulence. Voyez. Et bien voilà, une galaxie, pareil, que j'ai photographiée sans télescope. Là, on est plutôt dans le bleu. Donc là, on pourrait se poser la question, est-ce que ce n'est pas plus intéressant d'aller en Adobe avec cette possibilité d'être plus large vers les bleus? Et là, peu de orange. Vous voyez, à chaque fois, j'adapte. Je bénéficie des avantages du plus et du moins, du P3 et de l'Adobe. Et enfin, vous voyez, là, par exemple, on est sur une photo de la Voie lactée photographiée depuis l'Auvergne, au fond de mon jardin. Donc là, on voit très, très bien la Voie lactée avec des nuages, des belles nébuleuses. Là, le centre de notre galaxie, c'est par là que se trouve le fameux trou noir au centre de notre galaxie. Nous, on se trouve quelque part au milieu d'un des bras de notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Donc, je vais agrandir l'image. Vous voyez, là, regardez, si je mets à 100%, vous voyez, dans les étoiles, il y a des couleurs oranges, des couleurs bleues, il y a des couleurs… Et donc, l'intérêt qu'il peut y avoir sur beaucoup de photos que je vois sur Internet, vous voyez, cette nébuleuse qui est dans la constellation du Cygne, qui s'appelle NGC 7000, et qu'on appelle aussi North America, parce que quand on la regarde par là, elle a un peu la tête en bas, elle ressemble un peu à l'Amérique du Nord. Eh bien, cette nébuleuse, la plupart du temps, elle est plutôt rouge-orange. D'où l'intérêt pour les astronomes de commencer à cogiter et à penser, à mon avis, P3. Et si on va dans le centre de notre galaxie, vers le centre, donc là, il y a plein de nébuleuses dans le Sagittaire, dans la constellation du Sagittaire. Toc. Non, là, je ne les vois pas. Elles étaient encore un petit peu plus basses. Voilà. Là, il y a beaucoup de nébuleuses très, très rouges que je n'ai pas. Non, après, on est dans les gamutes. Voilà. Toc. Toc. Et la nébuleuse
de la tête du cheval dans la nébuleuse dans la constellation d'Orion. Voilà. Là, j'ai essayé d'aller vers le rouge, donc ça va dépendre de votre capteur, évidemment, d'où l'intérêt d'avoir du large gamut pour pouvoir choisir entre le P3 et le sRGB et l'Adobe, par exemple. Là, a priori, je travaillerai plutôt en P3 pour voir jusqu'où je peux aller pour récupérer la bonne couleur. En tout cas, la bonne couleur, c'est un peu spécial. Les astronomes savent qu'il n'y a pas vraiment de bonne couleur. C'est un peu spécial puisque c'est des couleurs qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais voilà, dans l'inconscient collectif des astronomes, la nébuleuse de la tête de cheval est plutôt dans les rouges. Donc, c'est la couleur à laquelle ils s'attendent. D'où l'intérêt du P3 qui va être plus étendu vers les rouges pour qu'on choisisse vraiment le rouge que l'on veut. Voilà un peu. Donc, tout avec quel boîtier tu avais shooté la Voie lactée? Elle a été faite avec un moyen format Pentax 645Z de 50 millions de pixels à l'époque, avec un 400 mm. Cette photo-là a été faite, la Lune, là, la pleine Lune, vous voyez, la taille de la Lune, telle qu'on peut la voir avec 100 millions de pixels et 700 mm de focale. La galaxie des chiens de chasse, elle a été faite avec le Fuji, 100 millions de pixels. On peut photographier comme si on avait un télescope des galaxies. On a l'impression qu'avec, il faut forcément un télescope pour photographier une galaxie. Non, non. Vous voyez, là, c'est une galaxie qui a des millions d'années-lumière de nous. La galaxie des chiens de chasse. Vous voyez, 2 galaxies qui s'enroulent l'une autour de l'autre, qui cannibalisent. Et tenez, tiens, une petite précision. Là, la Voie lactée, tout à l'heure, qu'on a photographié de notre galaxie, la Terre, par exemple, se trouve, elle pourrait être cette étoile-là. Par rapport à cette galaxie, notre Voie lactée, c'est qu'une seule galaxie. Là, elle est vue de face. Nous, on la voit par la tranche puisqu'on est dedans. Et bien, quand on regarde le centre de la Voie lactée, on regarde par là. Voilà. Et le Soleil se trouve à peu près aux 2/3 dans un des bras spiraux de notre Voie lactée, se trouve aux 2/3. Donc, on pourrait imaginer que le Soleil pourrait être situé à cet endroit-là. Bon, alors ton dernier mot pour la fin peut-être, et puis on va… Ah ben, j'adore partager tout ça, donc je vous remercie beaucoup d'avoir passé un moment ensemble. C'était vraiment très chouette d'être plus de 500 là. Moi, je suis toujours étonné qu'on soit si nombreux. Il y a quelque chose de normal d'après toi, Hervé. Moi, il y a toujours quelque chose qui m'étonne et je suis vraiment heureux de pouvoir partager tout ça avec vous. Et puis, je vous donne rendez-vous sur le site, au téléphone, au salon de la photo. Là, l'année dernière, j'y avais été. Là, cette année, je ne sais pas encore. Et puis au téléphone, à Camara, à Cournon, où on est régulier, où je vais de temps en temps, où on peut se croiser, dans d'autres webinaires, puisque merci encore Hervé d'avoir organisé ça avec Graphique Réseau. Pour moi, c'est pas simple d'organiser des webinaires, donc je suis toujours ravi. Toi, tu as l'habitude. Donc, merci infiniment d'avoir organisé ça, et puis surtout à bientôt. Merci à tous. Merci encore Arnaud. Et ce webinaire, il a été possible effectivement grâce à Graphique Réseau, mais aussi avec la marque BenQ, même si on a parlé de sujets qui ne concernent pas que cette marque. C'est eux qui ont permis de faire ce webinaire et on les en remercie. Ah bah oui. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, faites attention à vous, continuez à shooter. La photo, c'est génial. Et prenez soin de vous avec ce temps qui est quand même un peu compliqué. Il faudra tenir au moins jusqu'au vendredi si vous êtes dans des endroits un petit peu chauds. Ouais, pour ceux qui sont au Québec, tout ça, là, qui friment, là. Salaud. En montagne, j'habite à la montagne, j'ai moins chaud. C'est pas insupportable. Ouais. Il fait chaud, mais c'est pas insupportable. Ouais. Mais en bas, à Clermont-Ferrand, tous mes amis de Clermont-Ferrand, là, oh, les pauvres, qu'est-ce qu'ils se plaignent là, sur la place de Jaude, là, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Oh là là. Donc, Arnaud envisageait de faire un stage photo d'astro dans ces montagnes. Et si jamais ça vous intéresse, vous allez sur son site et vous lui laissez un petit message. Allez, ouais. Très bonne soirée à tous. Merci à tous et merci à tous. À bientôt.